I hear you wanted to speak with me. Yes, sir. Yes, sir. Is this on air? No, but it's being recorded. But we can consult the proper authorities and take it step by step. If that's okay with you. Okay, sounds good. What's on your mind, brother? Talk to me. These people betrayed me. They set me up and schemed to ruin my life. Let me tell you something else. I'm not a rich man. I'm a poor man. And that never bothered me. I could go gliding along and being poor and working like a dog and breaking even and being happy as a dog in dog heaven. But fuck these people. They played God and they lost. I'm a man that's fighting for everything that he owns, sir. Now, do you have a wife and family, Fred? Yes. Yes, I do. And do you love them? Yes, I do. I do. Very much so. Say that they set you up. Say they're gonna take your car, your house, your wife, your children, and then they're gonna laugh at you. Now, would you be ready to kill Temple? Well, I'll be awfully mad, brother. You'd be ready to kill? Don't lie to me. I don't lie. Why would you lie? You'd kill in a minute. These people, they've ruined my life. And I'm not going to be intimidated or humiliated by anyone. I've been a patsy my whole life, and that never bothered me. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 18, épisode 34. Cette semaine, émission violence sociale, service après-vente et aigre douceur. C'est une prise d'otage, venez, on vous emmène dans notre douleur. Prenez votre caméra, va y avoir du spectacle en direct live, on n'a rien à perdre, gaffe au dérapage. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'une chanson de Faflarage. Nous parlerons donc ce soir de prise d'otage à l'occasion de la sortie de La Corde au cou, le nouveau long métrage de Gus Van Sant dans les salles françaises il y a 2 semaines. Ensuite, le docteur nous reparlera d'une ressortie en salle d'un film de Mikio Naruse de 1951, Ginza Cosmetics. Et enfin, je parlerai du nouveau film de Julien Royal, Bagarre. Et pour parler de ce joyeux programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche. De retour, il y a carrément Floret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Il y a également le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et à la mise en son et à la parole de cette émission, il y a Margot. Bonsoir Margot. Bonsoir. Voilà, ce sont les forces en présence. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Ah, oh, ça oui, c'est du bon travail. Les agendas locaux pour commencer. Eh bien donc la convention cinéphile s'est tenue à Rennes ce week-end et nous en avons profité avec nos meilleurs amis du cinéma est mort pour vous concocter, comme les éditions précédentes, une petite émission mutualisée, puisqu'il y aura une partie qui sera diffusée chez nous dans 2 semaines et l'autre partie sera diffusée chez le cinéma est mort, et la version longue intégrale uncut avec tout plein d'extraits au milieu sera disponible sur notre page YouTube prochainement quand j'aurai terminé le montage, parce qu'il y a quand même beaucoup de montage à faire dans ces saloperies. Vous aurez notamment le plaisir d'y retrouver notamment le docteur Erwan qui vous réjouira de quelques-unes de ses emplettes, mais pas tout parce qu'il a dépensé beaucoup trop d'argent. Beaucoup trop de sous, oui. Donc voilà. Mais ça va, mais grâce à la fortune que ma famille a accumulée durant l'occupation, je peux me permettre. Voilà, quelques largesses. Voilà, parfois. exactement. Voilà, sinon, toujours en local, ce jeudi à l'Arvor, vous pourrez voir ou revoir Le Silence des agneaux de Jonathan Demme, la 2e occurrence des aventures de Hannibal Lecter au cinéma.
Voilà, je crois que c'est pour les jeudis de l'angoisse, le rendez-vous de films qui font flipper de l'Arvor. Moi, j'y serai en tout cas. Ça fait longtemps que je veux le voir au cinéma. Ça doit faire 5 ans que j'entends Erwan me disant j'aimerais bien revoir Le Silence des Agneaux en salle. C'est un film, moi, quand j'étais un poil trop jeune pour le voir, moi, quand c'est sorti au cinéma. Et je me souvenais de mes... Ça t'a frustré de pas le voir? Je me souviens de mes collègues au collège, avec tout le monde qui parlait de ça. Il y avait les deux trucs dont on parlait, c'était Le Silence des Agneaux et Terminator 2. Et c'est les deux films que j'ai pas vus quand c'est sorti, en fait. Donc du coup, j'entendais parler de ces films que je pouvais pas voir, quoi. Parce que mes parents voulaient pas, j'étais trop jeune, bref. Ouais, donc voilà. Donc du coup, Terminator 2, c'est fait. Donc maintenant, je complète bingo. Je complète ma petite liste et donc je compte bien. Qu'est-ce que tu as d'autre à voir que tu as loupé quand tu étais jeune? Pas tant que ça de choses. Enfin, si, il y a quand même pas mal de choses que j'ai pas vues du début des années 90. Tous les films de Hong Kong, mais... Voilà, évidemment, oui. Dans ce qui sortait dans ma ville natale de Quimper, il y a un certain nombre de choses que j'ai vues. Mais j'ai vu... Le Cheval d'Orgueil, évidemment. Exactement. Mais j'ai vu, par contre, L'Arme Fatale 3. J'en ai vu plein, par contre. L'Esprit de Quin, Cliffhanger. Enfin, je pourrais faire toute une émission sur les films que j'ai vus quand j'étais jeune. Et qui sont finalement pas si terribles que ça. Pas tous. Pas tous. Non, voilà, tous. L'Arme Fatale 3, c'était fun. Oui, c'était fun. C'était fun. Cliffhanger quand même. C'était fun. C'était fun. C'est une petite Madeleine Cliffhanger. Il y a un remake qui va être fait de Cliffhanger d'ailleurs. Oui, évidemment. Avec Timothée Chalamet. Non, même pas. Non, tu te dis, de toute façon, le mec du Cliffhanger. Timothée Chalamet. Oui, c'est complètement con. Tu fais juste un film de montagne, genre Everest ou je sais pas. C'était pas très Vertical Limit. Vertical Limit, super ça. C'était nul, putain. 2000 ou 2001, je crois. Christophe Donnel. Qui c'est qui a réalisé ça déjà? Vertical Limit. Ouais. C'est pas du Rennie Harlin, ça aussi? Martin Campbell. C'est Cliffhanger. Martin Campbell. Martin Campbell. J'ai dit. Rennie Harlin, non, c'est la. C'est Cliffhanger, justement. Oui. Rennie Harlin qui était sur. Oui, si. Rennie Harlin qui continue, il n'arrête pas de tourner. Au revoir à jamais. Cliffhanger, on était bien avec Rennie Harlin à cette époque-là. Alors, il n'arrête pas de tourner, Rennie Harlin. Mais que des merdes. En Bulgarie, quoi. Alors, non, en Chine aussi. Ah, ok. Et il a aussi une sitcom, The Harlins, qui le suit, lui et sa femme. Oh. Ouais, bref, quoi. Quel brave Finlandais. Oui. La Finlande nous aura au moins donné Rennie Harlin. Ouais, voilà, c'est ça. Bref, voilà. Sinon, au niveau des sorties nationales, eh bien, vous l'attendez en tant que fan de proto-fascisme et de mode. Donc, c'est Le Diable s'habille en Prada 2. Après l'ignominieux premier épisode, il y a déjà 20 ans de ça. C'était chiant, ça. Avec donc le retour de Meryl Streep et de Anna Tawai, le film à la gloire de cette vieille bique mortifère de Anna Wintour. Voilà. Ok. Je sais pas pour toi, mais moi je n'en serais pas. Moi non plus. Je m'en fous. J'ai vu le premier en salle à l'époque, j'avais trouvé ça nul. Oui, non, puis les dictatrices du monde de la mode. Ouais, bon. Osef. Si les gens ont envie de se soumettre à ça, tant mieux pour eux, quoi. Voilà. Mais pas nous. Mais non, non. Clairement ici, c'est pas l'émission. Alors, vu comment je suis habillé, dictat de la mode. Vu comment je suis habillé, je pense qu'elle ferait une crise cardiaque, la pauvre. Voilà, mon Dieu. Mais c'est tellement normcore. Ah bon, c'est grave normcore. T'écoutes Pavement, toi. Ouais, c'est ça. J'écoute Pavement avec des pulls à trous. Ouais. Des pulls à boulettes. Non, celui-là, pas de trous. Non, mais c'est parce que tu le vois pas sur les coutures, c'est pour ça. Autrement, sortie nationale demain, un film qui s'appelle Vivaldi et moi, un film qui donc parle de Vivaldi. Et moi. Exactement. Et qui c'est moi alors du coup? Ça vous le verrez en fait c'est Michael Youn qui est remonté dans le temps et qui rencontre Vivaldi. Non, visiblement vu l'affiche c'est une jeune fille parce que c'est une jeune fille qui regarde Vivaldi jouer de son instrument, là, genre du piano ou du clavecin peut-être. Du clavecin. Non, c'est du violon je crois en plus. Mais... D'accord, pas donc à la voir. Oui, pas du tout. Rien à voir. Ouais, il y a quand même des cordes dans les deux. Hein. Oui, voilà. Ils sont frappés. Oui, bien sûr. C'est comme un peu comme tu sais le piano, le saxo piano là. Comment ça s'appelle cet instrument? Ah oui. Qui fait un bruit un peu. Le piano ou qu'on souffle dedans. Ouais, voilà. Je sais plus comment ça s'appelle. Non plus. Je préfère le xylophone. Des instruments bizarres. Exactement. Comme le piano. Autrement, il y a le nouveau film de Lynn Ramsey avec Gillo, Jennifer Lawrence, pas Jenny from the Block malheureusement, et Robert Pattinson, son deuxième film en 1 mois et demi, qui s'appelle Die My Love. Ok. Voilà. Lynn Ramsey, c'est. Qu'est-ce qu'elle a fait elle a fait Ratcatcher. To Talk About Kevin. Oui. About Kevin. Ouais, elle a fait. Elle a bien, ça. Et puis des courts-métrages un peu expé aussi au début de sa carrière. Ouais, non, c'est une cinéaste assez curieuse, Lynn Ramsey. D'accord. Sinon, il y a le nouveau film de Alain Gomis qui s'appelle Dao. C'est sur Étienne Dao, bien sûr. Non. Ça s'écrit pas pareil. C'est DAO. Ok. Autrement, il y a un film, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai juste noté parce que le titre vend du rêve et ça promet quand même un sacré paquet d'exotisme, Un balcon à Limoges.
Mauvais soin, peut-être que c'est Un parking à Montluçon, un parking à Montluçon 2. Oui, parce que cette fois-ci c'est personnel. C'était ma place de parking. Avec Liam Neeson, bien évidemment. Bien sûr. Putain, il a pas payé le rodateur. Un balcon à Limoges. Ouais. Oh là ouais, ça vend du rêve. On sait jamais, hein. Et autrement, pour vous, les révolutionnaires, il y a Power to the People, John plus Yoko live in AOIC. Donc un live de John Lennon et Yoko Ono à NYC. J'imagine avant 1981. Oui, je suppose. Ouais, j'espère. Sinon, c'est un peu morbide. Sinon, ça risque d'être glauque. Voilà, c'est les sorties. Ah oui, il n'y a que ça qui sort. Oui, c'est vraiment c'est pas très intéressant là. C'est pas foufou quoi. Non, il y a la dernière vague des films documentaires de Raymond Depardon qu'on devrait avoir au TNB, donc sur c'est les films qu'il a tournés sur le continent africain. Mais sinon, c'est vrai que niveau nouveauté, sortie nationale, c'est maigre. Voilà. Dans 2 semaines, il y a Cannes, donc on aura quelques sorties. Le nouveau Almodovar, le nouveau Rodrigo Sorogoyen qui sort en même temps que sa présentation à Cannes. Voilà, ce genre de choses dont nous reparlerons évidemment en temps voulu. Voilà, nous allons passer à la section critique de cette émission. Nous allons retourner aux États-Unis d'Amérique en 1977 avec des prises d'otages, des caméras et des gens à moustache. Vous êtes toujours En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Harper's Bazaar avec Wichita Ito, que l'on peut entendre notamment dans le soundtrack de la corde au cou Dead Man's Wire, le nouveau long métrage de Gus Van Sant qu'on n'avait pas vu au cinéma depuis un petit moment, depuis 2018 ou 2019 si je ne m'abuse. Je vais vous vérifier ça tout de suite. Effectivement, depuis 2018 avec Don't Worry, He Won't Get Far on Foot. Et je crois qu'on en avait parlé ici à l'époque dans l'émission. Nous parlons à peu près de tous les films de Gus Van Sant, en tout cas ceux qui sortent au cinéma. Il a fait entre-temps quelques épisodes de série télé, mais en tout cas il s'est fait plus discret sur le grand écran. Il avait notamment réalisé plusieurs épisodes de la saison 2 de FUD sur Truman Capote. Très bonne saison. Exactement, vous en aviez parlé ici. Avec Naomi Watts aussi. Docteur, exactement. Et donc là, avec la corde au cou, en fait, il revient avec ce qui est finalement un film de commande, qui n'est pas un projet original pour lui ou un film qu'il aurait initié, puisqu'à un moment donné, c'était Werner Herzog et Nicolas Cage qui étaient attachés au projet. Mais en termes de question d'emploi du temps, de Covid et compagnie, le film a été repoussé et Nicolas Cage est parti retourner 122 autres films. Et Werner 12 documentaires, donc du coup ils ont été pris chacun de leur truc, et Gus Van Sant s'est intéressé à ce sujet-là qui est donc based on a true story et qui est un film qui n'est pas un film de studio, faut bien le préciser. C'est un film, quand on voit le nombre de boîtes de prod pour monter le film, il y en a au moins une bonne dizaine quoi. Donc c'est celui faut le noter quand même. C'est un film avec un gros casting, mais c'est pas un film hollywoodien. C'est ça, oui. Ça reste un film, on va dire, indé quand même. Et donc comme je le disais, est basé sur une histoire vraie et sur la personne de Tony Kiritsis qui un jour en 1977 calme-toi. J'ai tout fait un baillement, je suis désolé. C'est pas parce que t'es chiant, c'est juste que c'est moi si je t'emmerde. Non, c'est moi qui suis un peu mou là. Désolé. Tu vas te reprendre en main. Ouais. Donc Tony Kiritsis qui en 1977 va prendre en otage le fils du patron d'une entreprise de créances. D'une banque, un truc de prêt quoi. Ouais, voilà, c'est ça, un prêteur sur gage. C'est pas un prêteur sur gage. Non, pas prêteur. C'est pas ça va. Soyons exacts. M'embrouillez pas, j'ai été à créancier, c'est bien. Et vous m'avez embrouillé avec d'autres termes comme banque. Et donc, parce qu'il se sent floué, il s'est senti comme une merde, et comme si ces gens lui avaient pris son argent. Et donc, il décide de le prendre en otage et d'obtenir des excuses publiques du gros patron donc de cette entreprise de créance ou de cette banque incarnée par Al Pacino. Et donc en l'occurrence le personnage principal est interprété par un des fils Skarsgård qui est Bill, qui est celui qui joue le clown, le vilain clown. C'est pas le plus jeune, mais c'est le qui jouait dans Barbarian aussi. C'est le 4e, je crois, la troupe des enfants de. Il jouait dans Barbarian. Je crois que c'est lui. C'est comme les frères Baldwin. Moi, je les confonds au bout d'un moment tous les frères. Par contre, il jouait pas dans The Northman. C'est pas le même. Non, c'est le grand frère, ça. Ouais, c'est celui qui a plein de muscles. Oui, c'est celui qui pèse 3 quintaux. C'est ça. Parce que l'autre, je me disais, il était un peu plus malin, un peu plus maigre, mais quand même, un peu plus menu. Exactement. Et donc sur ce pitch-là, Gus Van Sant en fait va dérouler à la fois un genre de
Film jukebox, on l'a entendu avec notamment le morceau de Harper's Bizarre, mais film jukebox justifié, on va dire, narrativement par un personnage assez important et presque pivot, qui est le personnage d'un animateur de radio et disque jockey, qui lui permet justement d'outrepasser cette crispation du film jukebox pour donner une patine, une temporalité et surtout mettre plein de tubes trop cool. La BO est super. La BO est du coup, effectivement, superbe. Et donc, film jukebox pour nous ancrer dans une époque, mais évidemment qui est aussi passer par un film de dispositif, parce que donc il n'est pas quelque chose de très original, mais il va varier les différents formats et les différentes, on va dire apparat de mise en scène, que ce soit des freeze frames par le biais de photos, jouer sur différents registres d'images, parce que très vite la presse va être interpellée pour jouer autour de ça, donc on va avoir différents régimes de caméra, mais tout ça passant aussi par une forme que finalement il a investi quelquefois, mais qui n'est pas généralement, on va dire, son terrain de jeu, parce que moi, pour vous dire, je ne suis pas très client du cinéma de Gus Van Sant, à quelques exceptions de près. Il y a plusieurs variables dans son cinéma, à la fois un côté extrêmement indé et expérimental, notamment dans sa trilogie du début des années 2000 avec Elephant, Last Day et puis Jerry. Il y a aussi un autre versant un peu plus commercial, avec 2 gros guillemets, ou en tout cas plus mainstream, comme les films qu'il peut faire avec des vedettes, avec une véritable, on va dire, un sens de la narration, quelque chose de beaucoup plus dramatique, plus classique en fait. Classique, à la rencontre de Forrester, Will Hunting ou Harvey Milk, ou Promised Land, qui était son film de 2012 avec Matt Damon, qui est un film avec lequel la corde au cou entretient plusieurs rapports, avec celui-là et aussi avec Prêt à tout, notamment dans le fait que Gus Van Sant, on en parlait en off avec Thibaut avant l'émission, n'a jamais été un cinéaste réellement politique ou militant, on va dire, au sens propre du terme, mais par certains biais dans sa filmographie, il arrive quand même à parler de ces choses-là, bien que je ne pense pas qu'il faille voir La corde au cou comme un film métaphore sur l'ère contemporaine. C'est plutôt essayer de documenter ou de réfléchir à justement des moments de bascule qu'il y a pu y avoir dans l'histoire contemporaine américaine, où finalement un crime de droit commun devient un événement spectaculaire. Thibaut, et médiatique évidemment. Oui. Alors moi j'étais très content de retrouver Gus Van Sant, qui est un cinéaste vraiment que j'apprécie. J'apprécie autant en fait sa veine commerciale, vraiment commerciale, on l'a dit entre guillemets, que sa veine expérimentale. J'avais été très très impressionné par Elephant, Jerry et surtout Last Days, bien évidemment. En bon fan de Kurt. Bah oui, j'étais obligé. Franchement, le film a été écrit pour moi. Et c'est vrai que moi j'avais arrêté Gus Van Sant à Promised Land, j'avais pas vu son dernier, j'avais pas vu ses épisodes de série, même si j'avais jeté un petit coup d'œil à Boss, une série qu'il avait initiée sur la mairie de Chicago. Mais c'est une série qui s'était arrêtée un petit peu comme ça, donc il n'a pas eu le temps en fait de clôturer son entreprise, ce qui était assez dommage parce qu'il y avait des trucs à dire. Mais voilà. Néanmoins, je suis très content de revoir J'étais très content de voir Dead Man Wire parce qu'en fait, il y a beaucoup de cinéma, il y a beaucoup de Gus Van Sant là-dedans, même si ce n'est pas une œuvre, même si c'est qu'une œuvre de commande, mais Gus Van Sant, c'est toujours attaché à rendre ses œuvres de commande finalement assez personnelles, que ce soit. Il me semble que Forrester, c'était une commande aussi, parce que c'est Sean Connery qui avait initié le film. Yes. Will Hunting, bien évidemment, c'est le scénar de Matt Damon, Ben Affleck, qui avait eu l'Oscar. Qui a eu l'Oscar, mais c'est leur bébé avant d'être le bébé de Gus Van Sant. Et qui avait connu une suite dans le film de Kevin Smith, J-Bob Contre-Attaque, avec Gus Van Sant d'ailleurs, qui apparaissait dans son propre rôle, en train de compter les billets de Miramax. Voilà. En plus, le monsieur a de l'humour. Et ce que j'ai apprécié vraiment dans ce film, au-delà de sa tenue narrative chère à Gus Van Sant, c'est-à-dire que c'est un film 1h45, que tout est montré, ça file tout droit, il n'y a pas de temps mort, un sens de la réplique, une direction d'acteurs et d'actrices qui est incroyable, parce que tout le monde joue comme des brutes. Il y a Cary Elwes en second rôle. C'est cool. Ouais, carrément. Qu'on n'avait pas vu depuis. Qui est coproducteur du film aussi. Oui, tout à fait. De toute façon, il doit y avoir 142 producteurs dessus, comme tu disais. Oui. Et donc, du coup, j'apprécie un petit peu cette veine. Voilà, on parlait de cinéma classique, c'est vraiment du cinéma
très classique, mais au sens vraiment noble du terme. Et j'ai également apprécié ces variations un petit peu expérimentales. Alors, on n'est pas non plus dans une expérimentation type sa fameuse trilogie. On est plutôt sur quelque chose qu'il avait plutôt initié dans Peut-être Prêt à tout, qu'il avait beaucoup et qu'il a retravaillé dans Milk, donc le biopic de Harvey Milk avec Sean Penn. Pour lequel Sean Penn avait eu l'Oscar, il me semble. Exactement. Et je trouve qu'il a retravaillé un petit peu ici. Je trouve qu'il continue un petit peu ses expérimentations. Alors, c'est beaucoup moins radical que Elephant Jerry Last Days, mais ça témoigne quand même d'une envie d'un cinéaste de ne pas se renouveler, mais de continuer, coûte que coûte, finalement, sa trajectoire cinématographique. Ici, tu l'as dit, Thomas, on est plutôt sur une question de régime d'image. Alors, on pourrait croire que ça fait très 70s porn. Alors déjà, il y a la musique, même si je trouve que la musique finalement est plutôt en retrait, et vu qu'il y a le personnage du DJ, je trouve que c'est plutôt bien, c'est plutôt malin. Mais c'est vraiment, tu disais, les arrêts sur image, le jeu sur la photo, la porosité entre l'image journalistique, l'image d'archives et l'image cinématographique. On ne sait pas trop en fait qui est quoi, ou quoi est qui. Du coup, il y a une espèce de remous qui fait que le film dépasse finalement son strict statut de film d'époque des années 70s pour aller sur quelque chose peut-être d'un peu plus large, du moins en termes formels, parce que, qu'on l'a dit, en termes politiques, on est en 2026, un film sur des banques, on va dire banques, je vais dire banques pour aller plus Luigi Mangione, quoi, tu vois. Mais sur des banques en fait qui, arnaquent des personnes américaines, des Américains. J'aurais plutôt vu ça, le film période subprimes, enfin, ou post-crise des subprimes. Mais est-ce que c'est là le plus important ? Je ne suis pas sûr. C'est surtout de revoir en fait un cinéaste en train de faire un film. Et ça, je trouve ça réellement passionnant et un peu touchant, parce que voilà, Gus Van Sant. C'est marrant parce que ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Tu parles justement d'ampleur qui prend au fur et à mesure en termes de mise en scène, au fur et à mesure du film, alors que le film devient de plus en plus ramassé, hermétique et ramassé, parce que ça devient quasiment presque un huis clos. Exactement. Dans l'appartement du personnage principal qui tient en otage donc l'autre. Margot. Oui, moi j'avais un peu peur de ça, effectivement, que le prétexte des années 70, ça soit juste là pour une esthétique, parce que je trouve que ces derniers temps, on voit beaucoup de films qui se passent soit dans les années 80, soit dans les années 70, et en fait, ça se repose un peu trop sur son esthétique, et après, oui. Après, juste coupe, mais parfois ça peut servir le truc, parce que par exemple, le film de Kelly Reichardt qui est sorti en début d'année, The Mastermind, qui est suité dans les années 70, elle a dit tout de go, et c'est parce que je trouve que les bagnoles sont mieux à l'époque, et je préfère filmer ça. C'est assumé, mais malgré le fait que ce soit complètement assumé, je trouve qu'elle a un propos qui est hyper intéressant, si on revient là-dessus. Enfin, de toute façon, on en a déjà parlé. Mais en fait, je trouve que là, ça vient presque rentrer en contraste avec ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a des images presque douces, ou comment dire, il y a une certaine lumière qui est assez agréable, il y a de la musique qui est agréable aussi, on rentre dedans très facilement, et à côté de ça, on voit quelque chose de très intense, très agressif, qui déstabilise assez... dès le départ, en fait, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? Où est-ce que ça va, tout ça ? Et en fait, je trouve que le rythme se maintient tout au long du film, et je trouve que c'est assez dur, et moi, j'avais peur aussi de ça, parce qu'en fait, très vite, on comprend ce qui se passe, parce que la prise d'otage, elle se fait... je crois, dès les 10 premières minutes. Ouais, c'est ça, oui. Donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, dans quelque chose de très intense. Et effectivement, on se dit, mais en fait, à un moment, on va être dans son tout petit appartement où ils sont que deux. La tension, elle peut retomber très, très vite. Et en fait, la tension, elle reste maintenue malgré tout. Et donc, moi, j'ai trouvé ça plutôt... appréciable par rapport à ça. Ce qui m'a plutôt surpris aussi, c'est que j'avais un peu peur que ce soit un film trop politisé, justement, et qu'on soit un peu dans une sorte de redite du Joker. Enfin, j'avais vraiment peur de ça, sachant que c'est dès le départ, il y a ce petit jeu de mots avec la carte du Joker. Et donc, j'avais un peu peur de ça, mais finalement, je trouve qu'on s'en tire plutôt bien. C'est un film qui est plutôt bien nuancé.
qui est assez intéressant. Docteur. Ouais, alors moi j'ai plutôt apprécié aussi de retrouver Gus Van Sant. Surtout que moi j'aime bien aussi cette partie plus classique en fait de son cinéma. Et moi je suis pas du tout choqué qu'un cinéaste puisse passer de quelque chose de classique à quelque chose de plus expérimental. Et finalement, et Gus Van Sant, je trouve, a plutôt bien mené sa barque tout au long de sa carrière, en réussissant finalement à rester quand même finalement toujours un peu du côté indé de l'industrie dans l'industrie hollywoodienne, ou dans l'industrie du cinéma américain plus généralement. Alors moi c'est assez marrant parce que moi quand j'ai vu le film, en fait moi j'ai pensé à plein d'autres films. J'ai quand même vachement pensé au Kelly Reichardt. Je me suis dit tiens c'est marrant de cinéastes qui font des films sur des personnages principaux qui sont pas très doués dans ce qu'ils font et qui sont pas très sympas, qui sont pas très sympathiques, voilà, qui sont pas très sympathiques, donc une espèce de personnage un peu en demi-teinte comme ça. Donc moi j'ai trouvé intéressant finalement de voir deux propositions alors assez différentes sur le plan formel, mais qui finalement parlent du même type de personnage, c'est-à-dire des monsieur tout le monde pas très sympas qui deviennent des criminels un petit peu par opportunité finalement, et qui sont pas très doués non plus à ce qu'ils font en étant criminels, quoi. Surtout que moi c'est une histoire que je connaissais pas, donc je savais pas comment se finissait l'histoire. Moi je savais pas si à la fin est-ce qu'il va sortir vivant, est-ce qu'il va pas sortir vivant. Bon, on va pas dire, mais moi je connaissais pas l'issue du film, hein, donc voilà, donc il y a ça, mais surtout le truc c'est que là aussi comme le Reichardt, en fait moi j'ai été assez content de voir en fait que certes Gus Van Sant fait du cinéma classique, mais il fait du cinéma classique au sens où Ciné Lumet fait du cinéma classique. C'est-à-dire que c'est un film super lumétien. Ah bah ouais. Un après-midi de chien. Alors moi je pense surtout à Network. Moi c'est un film qui m'a fait vachement penser à Network, et justement pour moi le sujet du film c'est pas tellement l'américain moyen qui se fait arnaquer par des vilains banquiers, etc. C'est une partie du film bien évidemment, mais ce que je trouve c'est comment est-ce que les médias malgré eux en fait transforment ce récit-là ce fait divers en un récit mythique qui est David contre Goliath en gros. Voilà. Et il y a plein de scènes où on voit en fait les images diffusées à la télévision, voilà, tu vois, et on voit les gens qui sont en train de bosser et qui regardent ça, mais qui regardent pas ça comme justement, tu vois, en fait, et moi ça m'a fait penser à la scène dans Network où il dit levez-vous de votre chaise, et voilà, une espèce de truc de réflexe conditionné, c'est-à-dire qu'ils ont de l'empathie pour le personnage principal, mais parce que socialement ils se retrouvent dans ce personnage-là, du coup ils oblitèrent complètement le mec qui est pris en otage en fait, qui du coup est un bourgeois, donc quelque part il est pas humain, donc il mérite finalement de se faire maltraiter, et sauf que Gus Van Sant nous dit bah ouais mais attendez, en fait il y a aussi un être humain de l'autre côté du fusil en fait, et sans justement dire lui c'est un méchant et lui c'est un gentil, il montre l'envers de chaque personnage, montre l'envers de l'autre. Et du coup, moi, même s'il est plus discret dans le film, moi j'ai trouvé que le personnage du pris en otage, moi j'ai trouvé était vachement intéressant, parce que tu sens que le mec a vraiment la trouille pour sa vie. Et il y a une scène qui pour moi est la scène la plus importante du film, c'est la scène d'appel téléphonique avec son père, Al Pacino, où il découvre en fait que son père est capable de le laisser mourir. Et que son père n'a pas du tout l'intention de s'excuser. Ça m'a fait penser Et là je me suis dit putain, pour un fils, de voir que ton père est pas prêt à te sauver, et qu'il préfère sauver le nom de sa boîte plutôt que de sauver toi. Enfin, tu vois là, tu vois la rupture. Alors qu'il demande juste des excuses. Ouais, voilà. Et tu vois sans faire dans le drame, sans faire dans les poussées de violon, tu sens tu sens comment est-ce que ce mec, ce qu'il détruit, c'est moins la prise d'otage que ce que ça révèle en fait sur son statut par rapport à son propre père. Moi, ça m'a fait penser à ça au film de Ridley Scott, Tout l'argent du monde, aussi sur un kidnapping d'un enfant, et sur à l'époque l'homme le plus riche du monde qui refuse de payer la rançon, même si c'est fait avec moins de misanthropie que chez Ridley Scott. Oui, là c'est plus humaniste, c'est quand même. beaucoup plus noir et presque cynique sur et moi, l'amour même. Et moi ça m'a fait penser à un autre film qui rejoint aussi ce côté classique. Moi ça m'a fait penser à l'affaire Richard Jewell de Clint Eastwood, c'est-à-dire ce truc qui commence par où on rentre assez vite dans le vif du sujet, et très rapidement on se retrouve enfermé dans une maison, dans un appartement, et tout le film devient finalement une sorte de pièce de théâtre médiatique de pièces de théâtre à laquelle nous assistons, mais autour tout ça devient un truc médiatique en fait. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelques similitudes, j'ai trouvé moi justement de dispositifs, donc tu vois, à la fois Kelly Reichardt, Lumet et puis Clint Eastwood, donc voilà, moi j'ai trouvé que tout un panel du cinéma américain. Mais justement j'ai trouvé que Gus Van Sant, je me suis dit tiens c'est cool, Gus Van Sant il s'inscrit dans un type de cinéma américain qui est plutôt un type de cinéma américain humaniste que moi personnellement j'aime bien, et j'étais très content
content finalement de passer 1h45 avec ces personnages qui certes ont des ambiguïtés, mais il n'y a pas de salaud authentique dans ce film-là, comme il n'y a pas de héros authentique non plus. Et j'avoue que, voilà, pour moi, ce dont parle le film essentiellement, c'est de la mise en récit du fait divers, de la mythification, de comment est-ce qu'un fait divers devient un mythe qui dit quelque chose sur l'Amérique. Et je pense que Gus Van Sant est très conscient de cette partie-là à l'intérieur de son film. Thibaut, pardon. Le Gus Van Sant aime ses personnages. Le cinéma de Gus Van Sant est un cinéma de personnages et de dialogue, et un cinéma empathique. Et c'est vrai que de dialogue, pas toujours du coup. Dans sa trilogie. Non, sauf pas dans sa trilogie. Quoique, est-ce qu'une absence de dialogue est un dialogue ? Bref, passons. Vous avez 4 heures. Mais du coup, je te rejoins sur la scène de la conversation téléphonique, surtout que c'est une conversation téléphonique tripartite. On va pas trop divulgacher, mais en fait, ce n'est pas un chant contre chant entre un père et un fils. Il y a des tierces personnes qui écoutent cette conversation. Elles sont là au début, elles sont là à la fin, mais elles restent dans le hors-champ pendant le cœur du problème. Dans le hors-champ sonore de la conversation. Donc en fait, je trouve qu'il y a un dispositif là qui est simple, mais clairement efficace, et qui rajoute du coup de l'empathie par rapport à ce qui se passe à ce fils-là. Parce qu'en fait, toi, t'as le spectateur, tu comprends qu'en fait, le père, s'il devait y avoir un méchant clairement défini, c'est Al Pacino, mais tu comprends en fait que le kidnappeur comprend, le kidnappé comprend, et les autorités comprennent. Elles ne sont pas là, mais on sait qu'elles entendent là. Et je trouve que ça donne vraiment un corps humain à cette figure du fils, du kidnappé, qui n'est plus, comme tu le disais, le grand méchant, en fait. Et puis il le dit lui-même, en fait. Lui, il n'a pas voulu faire ce boulot-là. C'est un privilégié, il a été placé là par papa. Le grand méchant, la grande entité, mais ça reste qu'un second rôle. Et il n'est pas plus heureux. Il n'est pas plus heureux pour autant. Et il le dit d'ailleurs que c'est Al Pacino. Voilà, que grandir avec son père, c'est pas si simple que ça en fait. Ah non, il dit clairement que c'est un salaud. Oui. Donc il y a une réelle humanité dans ce couple en fait kidnappeur kidnappé, qui fait que voilà, un film de Gus Van Sant, c'est toujours du cinéma qui est gris, même Will Hunting, si on prend son film peut-être le plus connu, celui que le plus de personnes a vu, quand on regarde le personnage de Matt Damon de Will Hunting, il n'est pas non plus très sympathique au début. Il est arrogant, il peut être cynique, il est casse-couille, il fait chier tout le monde. Voilà, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Et je trouve que cette scène de la conversation téléphonique, je trouve que c'est un morceau admirable parce que simplicité, en même temps petite expérimentation, et c'est d'une sobriété en termes de jeu. Exactement. Oui, c'est vrai, je vous rejoins complètement là-dessus. Et il y a aussi ce silence à la fin du coup de téléphone qui est vraiment très beau, parce qu'avec juste ce silence, ça rejoint ce que tu disais par rapport au non-dialogue. En fait, on comprend que tout le monde est un petit peu choqué de ce qu'ils viennent d'entendre. Et le fils qui est désespéré, est complètement déçu par rapport à la réaction de son père. Et donc, moi, j'ai aussi beaucoup été touchée par cette scène-là. Et aussi par rapport à ce qu'on disait sur les médias, je voulais juste revenir là-dessus rapidement. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ça vient aussi jouer un rôle dans la justice. Parce qu'en fait, le procès arrive à la fin, on a la conclusion du procès. Et en fait, comme on sait que c'est quelqu'un qui a su convaincre le peuple, entre guillemets, les citoyens. Et en fait, ça joue un rôle aussi dans... Qui a su devenir un personnage auquel les gens peuvent s'identifier. C'est ça. En fait. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, quand on le voit d'un peu plus près, et pas juste à travers la télévision ou la radio, comme ont pu le voir les téléspectateurs à l'époque, en fait, on voit que c'est quelqu'un qui est très colérique, qui est presque insupportable. On a un peu d'empathie quand même pour lui, parce qu'on comprend sa colère et où est-ce comment il en est arrivé jusque-là. Mais d'un autre côté, des fois, il est agaçant. Il dit plein de gros mots en permanence. Donc, il y a vraiment ces nuances-là qui sont intéressantes, je trouve. Thibaut. Oui, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Margot, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que c'est un film, et Gus Van Sant qui respecte le peuple américain, mais c'est pas non plus un film anticapitaliste, parce qu'il faut bien se rendre compte que le personnage principal... Comme Promised oui, Land. il y avait un petit twist dans la fin de Promised Land, mais il faut bien se rendre compte qu'en fait, le personnage principal, en fait, il s'est fait blouser par une banque, mais lui, ce qu'il voulait faire, c'était construire une ode au capitalisme américain. Sûr, donc on l'a floué de son rêve américain, mais il est quand même
à fond dedans. Surtout que c'est pas clair. Voilà. En plus, on ne sait pas exactement s'il a été vraiment escroqué ou si c'est juste parce qu'il n'a pas bien compris comment ça fonctionnait en fait. Voilà. C'est ça. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout quelqu'un qui n'a pas su jouer les bonnes cartes parce qu'il n'a pas forcément les outils pour. Et en fait, c'est là-dessus où aussi je me suis dit, en fait, j'ai pas tant que ça de l'empathie envers lui parce que c'est pas quelqu'un qui veut défendre entre guillemets la veuve et l'orphelin. On n'est pas non plus là-dedans. Il veut sa part du gâteau. Oui, voilà, c'est ça. Il veut sa part du gâteau. Et le fait de devenir une star médiatique, on sent que c'est quelque chose qui lui plaît en plus. C'est-à-dire qu'il en joue de ça. Bien sûr, il va jouer de ça. Enfin voilà, et je trouve que c'est assez intéressant. Encore une fois, il paraît un peu comme Laura Eckhardt, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un héros en fait, c'est un protagoniste, mais c'est pas une figure héroïque par contre. Et du coup, ça le rend d'autant plus intéressant qu'il est ambivalent justement. Donc voilà, c'est Gus. Oui, c'est Gus Van Sant. Oui, c'est toujours Gus Van Sant. L'accord de coup, Dead Man's Wire, même s'il y a toujours ce reproche que je fais pour finir sur les films based on a true story ou dans le générique de fin, on prend les véritables images de la prise d'otage, des Chagas et compagnie, qui est toujours ce trope de manque de confiance surtout, envers le spectateur. C'est ça. Et en fait, alors que dans le film lui-même, moi j'ai l'impression qu'il y a des images d'archives qui sont. Je ne sais pas à quel point. Moi, je pense qu'il y a des trucs de journal, il y a des plans de journalistes. Moi j'ai l'impression que c'est des vrais plans. Mais c'est dur à savoir. Mais du coup, pour terminer là-dessus. Après c'est notre piste de réflexion, mais ça c'est pour toujours ces films qui terminent comme tu le dis Thomas. En fait ça casse du coup le petit dispositif expérimental ou sur la fiction, quoi. Sur la nuance, sur l'ambivalence, sur la porosité. En fait là ça t'amène un truc un peu frontal. Après en plus il y a le carton où en fait, moi, je m'en fous. En fait, c'est hyper tarte à la crabe. Et en fait, le truc, c'est moi, je m'en fous. Exactement. Moi, je m'en fous que ça soit tiré d'un fait divers réel. En fait, j'en ai rien à cirer, en fait, quelque part. Moi, ce qui compte, c'est que ça soit une histoire. En Comme fait. Fargo. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais voilà. Donc, c'est pas ça le plus important. Un peu visiblement, aux États-Unis, c'est là-dessus qu'on peut vendre un film. C'est dommage, c'est tarte à la crème. Et puis, comme tu le dis, Thomas, ça manque de confiance envers la capacité du spectateur à réfléchir une image. Est-ce que c'est de la note de prod ? Est-ce que voilà, c'est toujours pareil, quoi. Donc l'accord de coup de Gus Van Sant encore dans les salles. On va quitter les États-Unis pour se diriger du côté du Japon dans les années 50 et ses artères commerçantes. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et donc c'était J Balvin, bien évidemment, le chanteur colombien avec son tube Ginza, car de Ginza, il va en être question dès à présent à l'occasion de la ressortie dans les salles et bientôt en Blu-ray ou peut-être de manière concomitante, je ne sais plus, par Carlotta Film du film de Mikio Naruse de 1951, Ginza Cosmetics, que docteur, tu es allé voir... les jours derniers et qui vous a fort plu. Donc, oui. Pouvez-vous nous replacer un petit peu Mikio Naruse, sa filmographie et ce film, sa filmographie. Mikio Naruse, pour résumer un peu le bonhomme, hein, c'est un mec qui a une carrière longue comme le bras et un nombre de films qui se compte en plusieurs dizaines, qui a commencé sa carrière au début des années 30 et qui a travaillé jusqu'à la fin des années 60 à peu près. Qui a une bonne trentaine. Je crois même qu'il a peut-être fait un peu de muet dans les années 20. Enfin, je crois que c'est surtout à partir des années 30. Et pour résumer un peu le bonhomme, en fait, il a commencé sa carrière dans le même studio que Ozu, la Shochiku, au début des années 30. Et en fait, il s'est fait virer de la Shochiku au bout de quelques années. Et l'explication donnée par le patron de la Shochiku quand il l'a viré, c'est dit il n'y a pas de place pour deux Ozu. Voilà. Donc, c'est vrai que Naruse a un peu rapidement été qualifié de Raymond Poulidor de Ozu. Voilà, c'est-à-dire de Ozu s'il n'y avait pas eu Ozu, quoi. Voilà. Et il serait plus connu s'il n'y avait pas eu Ozu, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui a été découvert. Alors, Ozu a déjà été découvert assez tard en France, dans les années 70, mais lui, il a été découvert encore plus tard, parce que Naruse, jusque dans les années 80, il y avait un seul film de lui qui était sorti en France, qui était La Mer. Son film de 52 qui tournera l'année après Ginza Cosmetics, qui s'appelle aussi en français le phare de Ginza. Exactement. Très exactement. Le phare comme le phare de maquillage, pas le phare évidemment des voitures. Le phare en pleine mer. Non, voilà. Et donc c'est un film, c'est son 40e ou 50e film. Bon voilà. Et c'est un film qui à la fois là pour le coup qui est plus moi je trouve qu'il marche plus sur les pas de Mizoguchi que d'Ozu. Parce que Ginza c'est un quartier à Tokyo qui est allé très commerçant. Et c'est un quartier de bistrot.
un quartier où on sort le soir. Un quartier de bouche, quoi. Voilà. Et donc, c'est notamment un quartier dans lequel il y a des bars à hôtesses, puisque au Japon, le grand truc, c'est voilà, quand on va avec des collègues de boulot, bouffer, voilà, c'est d'aller dans des bars à hôtesses, d'aller picoler avec des jeunes filles qui vous servent des verres de saké, voilà, ou des verres de vin. Et donc, ça raconte l'histoire donc d'une femme qui est interprétée par Kinyo Tanaka, qui, par ailleurs une des actrices qui a été l'actrice fétiche de Mizoguchi, mais également de Ozu, qui a également joué chez Ozu, qui a également joué chez Naruse. Très grande actrice des années 50-60. Qui est genre la grande vedette féminine des années 30 jusqu'aux années 50. Et qui donc interprète le rôle d'une hôtesse un peu vieillissante, en fait, voilà, qui se retrouve avec le bar qui menace de fermer. Elle a un fils. Donc c'est finalement une espèce de chronique sur sa vie avec ses collègues féminines, celles qui se contentent d'être hôtesses, celles qui poussent un peu plus loin, etc. etc. Donc la fine comment dire, frontière entre hôtesse et prostituée, qui est une limite qui n'est pas très claire au Japon. Et le film donc raconte, c'est donc un portrait de femme, un peu justement comme ce qu'a pu faire Mizoguchi avec La Rue de la Honte, par exemple, même si La Rue de la Honte c'est plus tard. Et donc Naruse, moi ce que j'aime bien chez Naruse, alors moi j'ai pas vu beaucoup de films de Naruse, mais par contre un truc que j'aime bien, c'est que Naruse, il y a une forme de simplicité, c'est un peu moins, comment dire, un peu moins, je dirais pas dire rigide, mais un peu moins compassé, cadré que Ozu. Ozu, c'est très le cadre, tu vois, c'est très pensé. Chez Naruse, il y a une espèce de sentiment de quelque chose de plus automatique, tu vois, de plus naturel, entre guillemets. Et ça tient aussi au fait que chez Naruse, il y a une part, le drame est toujours associé à une part de légèreté. En tout cas, dans les films que moi j'ai vus, c'est ce qu'on retrouvera dans La Mer, où il y a aussi Kinyo Tanaka, c'est-à-dire que notamment avec des personnages d'enfants qui introduisent une sorte de souffle un peu léger dans l'histoire des parents, qui elle est une histoire beaucoup moins drôle, avec des difficultés à trouver un compagnon, avec une scène d'agression sexuelle dans le film, moi, que j'ai trouvé assez pour un film de 51, moi, que j'ai trouvé assez direct, voilà, où Kinyo Tanaka se fait entreprendre par un sale type qui a plein de pognon, et où voilà, elle arrive à s'en sortir, mais mais on sent bien la menace qui plane aussi sur ces femmes qui sont hôtesses, et le danger que leur font courir les hommes, en fait. Donc cette espèce de moi j'ai trouvé c'est un film qui fait 1h30, qui est pas, c'est pas un film où il se passe grand chose, et ça c'est vraiment aussi un truc de Naruse, c'est que c'est pas des films où il y a des grandes tragédies, c'est des films vraiment de la chronique qui relèvent de la chronique quotidienne, mais toujours portés par des comédiens qui sont toujours au cordeau, qui sont toujours un peu les mêmes d'ailleurs, qu'on retrouve. Il y a plein de visages dans les rôles secondaires. Il y a la moitié du casting de La Mer, en fait, qui joue dans ce film-là. En fait, c'est là qu'ils ont joué pour la première fois. Donc il y a vraiment beaucoup de liens entre les deux films. Troupe, quoi. Voilà, film de troupe, et je trouve moi ça joue tout seul, quoi. Voilà, ça joue tout seul, et Kinyo Tanaka, moi je trouve, est toujours très bien en mère courage, quoi, finalement. Dire en mère courage, c'est-à-dire une femme qui fait pas forcément ce qu'elle veut dans la vie, mais qui le fait pour le bien de son fils, etc., etc. Voilà, et c'est assez voilà. Et avec tout ça, des petits moments plus légers, notamment par exemple dans le film, il y a toute une scène avec elle habite au-dessus d'une quelqu'un qui fait d'une prof de musique qui fait du shamisen, c'est l'espèce de guitare à 3 cordes, 2 cordes ou 3 cordes japonaise, et donc là il y a toute une scène avec un jeune homme qui veut apprendre le shamisen, et qui chante faux, qui chante comme une casserole, voilà, où c'est tragique, quoi, voilà, et donc tous les autres se rendent compte, voilà, et donc des scènes, voilà, donc des mélanges de scènes un peu qui sont graves sans être mélodramatiques, et de scènes qui sont légères sans être bouffonnes, et donc tout ça fait, moi je trouve, une espèce d'équilibre, en fait, qui permet aussi de voir un peu cette société japonaise d'après-guerre, voilà, qui quand même a été, moi je trouve, a donné quand même pas mal de films qui a été assez féconde pour le cinéma, et on sent bien que les cinéastes sont quand même assez inspirés par tout cette après-guerre, et ce Japon en reconstruction et en réflexion sur lui-même, etc. Donc à travers justement ces chroniques familiales, c'est une manière aussi de montrer, voilà, justement ces gens qui se retrouvent un peu à la croisée ce pays qui se retrouve un peu à la croisée des chemins, et c'est super intéressant à regarder.
Godzilla, mais sans les monstres. C'est un peu Godzilla sans les monstres. Non, mais c'est vraiment, c'est très, voilà, c'est plein d'esprit et plein de subtilité. Merci docteur. Donc très c'est bien. Ginza Collections de. Non, Ginza Cosmetics. Oui, Ginza Collections, on dirait un film de Yakuza oui, de 72. Ginza Cosmetics, donc de Mikio Naruse, qui passait au TNB. On va passer à un tout autre genre. On va se diriger vers la violence. Tu veux faire la bagarre? Yoko Uno? Calme-toi, keep down on you. Tu sais quoi, Bernard? Je vais t'apprendre le karaté, le tai chi chuan, le taekwondo, le shunslai et autres bagarres néerlandaises. Marteau chassé, coup de pied tiré, jeté flexible, amorce latérale, genou cambré, marteau fessé, œil de bœuf. Wow. Ah, je suis chaud là. Je suis chaud bouillant là. Je suis chaud, viens. Attention, ne fais pas ça s'il y a quelqu'un, hein. Tu peux vite tomber sur un fou. Vous êtes toujours dans Nathan Golard sur CLab et donc c'était un extrait évidemment des cassettes de Franck Dubosc pour tout public et ici la bagarre, car donc de bagarre il en est question, même si malheureusement il n'y a pas Franck Dubosc, puisque donc c'est le film donc Bagarre, le nouveau long métrage de Julien Royal, hein, donc le fils de Ségolène et François, qui n'a pas du tout la dégaine de ses parents, et c'est heureux pour lui, même s'il s'habille quand même très mal, et qui donc nous avait déjà relativement enchanté via ses 2 longs métrages précédents, En passant pécho en 2021 et Nouveau riche il y a 2 ans de ça. 2 films qui mettaient déjà en vedette et en héros l'excellent Nassim Lies, que là on retrouve de manière encore plus incroyable dans ce film-là, et qui donc sur un pitch relativement simple, hein. C'est un jeune homme très beau et très doué à la bagarre, mais quand même un peu con et trop gentil, on va dire, incarné par Nassim Lies, qui se fait recruter un jour par Ramzi Bedia pour intégrer son club de Allo Bagarre, qui est un genre de service après-vente. Quand quelqu'un vous fait chier, appelez Allo Bagarre pour aller défoncer le gars qui vous emmerde, quoi. Et donc il va se retrouver à bosser pour lui, ça va partir en embrouille dans tous les sens, il y a des néo-nazis qui se font péter la gueule, il y a un club alternatif qui leur fout les embrouilles, et donc ça part en sucette et compagnie. Les films de Royal et de Nassim Lies ont ce truc quand même de faire quelque chose dans la comédie en France qu'on fait très peu, c'est-à-dire qu'il y a une comédie extrêmement physique, presque cartoonesque, allié à des personnages aussi qui sont excessifs et grotesques. Nassim Lies, notamment, c'est clairement un genre d'acteur, de personnage et de figure qu'on voit très peu, à la fois dans la comédie en France et dans le cinéma français de manière générale. C'est-à-dire que quand même souvent dans la comédie française, soit on a genre, on va dire, les vieux gros Clavier, Bourdon, comme ça, ou alors une bande de jeunes un peu falots comme la bande à Fifi. Alors que Nassim Lies a un jeu extrêmement physique, à la fois parce que ce garçon est quand même, faut bien le dire, extrêmement beau et très très bien bâti quand même, hein, ce qui nous permet d'avoir, et qui surtout n'hésite pas à passer pour un débile et à s'enlaidir de manière constante. C'est-à-dire que le personnage en prend plein la moule pour pas un rond, et clairement sa gueule se déforme au fur et à mesure, et même lui dans sa manière de jouer, c'est quelque chose de très cartoonesque qui, j'ai envie presque dire, est frais à voir. D'autant qu'à la fois c'est allié à un humour qui, je trouve, capte très bien son époque sans être trop référentiel. C'est quelque chose qui marche extrêmement bien, et surtout c'est allié à un amour réel et sincère de la bagarre, de la baston, des coups de poing dans la gueule et des nazis qui se font ratatiner, quoi. Ce qui fait quand même globalement plaisir, d'autant que comme dans son précédent Nouveau riche, ils ont vraiment mis le paquet et une véritable finition dans les scènes d'action, dans la bagarre, dans les scènes de table qui sont plutôt très bien découpées, même si pour moi les focales sont légèrement trop courtes pour que ça me convainque pleinement, mais il y a, je trouve, quelque chose là-dedans de hyper beau et qui rentre clairement un peu presque dans un sous-genre de la Marseille-exploitation dans la comédie en France qu'on a depuis quelques années, avec certains films de Gaston Bide, avec les films des Secpa, avec je sais pas des trucs avec Soprano et compagnie. Et là clairement il prend le lead dans la comédie française de manière générale, et c'est pour l'instant très clairement le truc français qui m'a le plus fait rire cette année. Et donc il faudra se lever tôt pour le surpasser, mais ça fait vraiment très plaisir de voir ce genre de choses, de voir des produits bien faits qui sont perfectibles, qui sont pas parfaits, mais Royal s'améliore de film en film justement, et il creuse avec Nassim Lies, parce que c'est vraiment un hydre à 2 têtes en fait, parce qu'il coproduit puis il coécrit le film aussi, de voir comment est-ce que leur cinéma avance et comment est-ce qu'ils veulent amener d'autres choses dans la comédie en France qui justement ne sont pas que des inspirations strictement françaises et qui, je trouve, sont clairement bien vues. Il y a
clairement, je pense qu'ils se tapent pas mal de films indiens en ce moment parce qu'on sent que ça les sert pour leur inspiration, notamment dans les scènes de bagarre et dans la manière de se filmer. Ce que je trouve tout à fait réjouissant à voir. Donc, c'est le très chouette Bagarre de Julien Royal, encore dans les salles. On va passer au coup de cœur. C'est nul, 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 nul. Aucun goût. No taste. Goût de chiotte. Les coups de cœur carrément Floret. Alors moi, ça va être de la musique parce que j'ai pas l'occasion de voir grand-chose vu que j'ai attaqué une autre série. Donc... Et t'es en vacances. Oui. Quand même. Oui, on peut le dire. Donc musique, et ça va faire plaisir à notre cher Anto. Groupe de musique, donc un groupe de musique londonien qui s'appelle Ivis. Excellent. Excellent groupe de, comment on pourrait, de fragile corps, on va dire ça comme ça. Mais mélodique. Mais ah oui, c'est très mélodique. Voilà, un groupe qui a commencé plutôt hardcore et qui a un petit peu ralenti le rythme pour aller vers des accordages un peu plus post-punk. Voilà, ça marche à donf. Feu de Dieu. Les clips sont chouettes et je conseille notamment 4 albums. Je conseille notamment le 2e album, Blending. Exactement. Merci beaucoup Thibaut. Margot. Alors, moi, ça sera Saint-Omer de Alice Diop, que j'ai complètement raté quand il est sorti et beaucoup de gens autour de moi me l'avaient conseillé. On l'avait traité ici, je crois, à l'époque. C'est fait. Ça ne m'étonne pas. J'étais pas là, mais... Oui. Et c'est un gros coup de cœur. Merci beaucoup. Docteur. Alors moi, ce sera une vieillerie. Classe Touriste, premier long métrage de Claude Sautet. Premier long métrage officiel. Premier long métrage officiel de Claude Sautet. Voilà, fin des années 50. Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo, Marcel Dalliot. Voilà, des voyous. Des anciens collabos plutôt. Des voyous. Enfin des espèces de gangsters, quoi. Des espèces de gangsters. Donc, le film est inspiré d'un des membres de la Carlingue. Oui, voilà, c'est ça. Et donc Lino Ventura qui essaye de remonter à Paris en partant de l'Italie. Et moi, je trouve les 20 premières minutes, là, la fuite depuis l'Italie, qui est vraiment super bien filmée. Ah, ça fait de la route. Ouais, et qui est vraiment filmée avec un naturalisme assez étonnant, mais pas tellement étonnant quand on sait ce que fera Claude Sautet plus tard. Voilà. Donc rétrospective, enfin mini rétro en ce moment à la revoir de 7 films de Claude Sautet. Donc allez voir parce que il y a plus de mise en scène que le souvenir qu'on en a en fait chez Claude Sautet. C'est assez marrant. Il y a beaucoup plus de gens qui fument. Et par contre, des gens qui fument des clopes. Ouais, putain, alors c'est ça. C'est vraiment des gens qui fument. T'as un cancer en sortant de la salle. Ah ouais, c'est des gens qui fument beaucoup de cigarettes. Voilà. C'est un cinéma d'un autre temps, mais c'était super à voir en version restaurée. C'était parfait. Merci, docteur. Sinon, moi, ce sera 2 choses. Bien savoir eu la grande joie de revoir Triple R de SS Rajamouli en salle dimanche soir. Le film ressort en sortie nationale à la fin du mois de juillet. Donc, évidemment, précipitez-vous. On le répétera jamais assez. Et sinon, dans un tout autre genre, c'est La Rosière de Pessac de Jean Eustache, le premier des 2 qu'il a fait, celui de 1968, dans lequel il suit une cérémonie pour le moins désuète, donc où la jeune fille la plus méritante par sa moralité est récompensée tous les ans par la Rose de Pessac avec déambulation dans la ville et finir par une cérémonie tout à fait laïque à l'église, donc. Et Jean Eustache capte avec un regard presque d'ethnographe cette cérémonie de cette France qui, bien heureusement, a disparu depuis. Qu'on croit qu'elle a disparu. Qui comme le monstre va ressurgir, comme la bête immonde va ressurgir. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Margot. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de cinéma italien des années de plomb. D'ici là, portez-vous bien. Prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir. Bonsoir. Salut.